à tous. Alors, je vois que vous êtes nombreux ce matin. Merci d'avoir déjà accepté de participer à ce nouveau rendez-vous Hub Santé qui sera dédié à la formation aux infirmiers. Et je vois qu'il y a Lucienne Clostre qui est parmi nous. Bonjour Lucienne, qui représente la formation. Mais surtout, je vais vous présenter nos deux intervenants de ce matin. Donc, bonjour Patrick Chamboredon. Oui, bonjour Florence. Merci d'avoir accepté donc notre invitation. Je vous présente pour ceux qui ne vous connaissent pas. Vous venez d'être élu à la présidence de l'Ordre national des infirmiers. Exactement. Et j'ai une qualité, c'est que je peux parler tranquillement au micro aujourd'hui. Je vais faire saigner les oreilles de personne, puisque mon accent marseillais est connu de tous les participants, que je connais d'ailleurs pour la plupart. Parce que vous êtes président de l'Ordre national, mais vous êtes aussi marseillais, donc bravo. Avant tout. On est plusieurs. Bonjour aussi, Laurent Sacomano. Donc, vous êtes président de l'URPS Médecins Libéraux PACA. Tout à fait. Et vous êtes cardiologue aussi. Je suis médecin vasculaire, exactement. Ah, médecin vasculaire, c'est pas pareil, excusez-moi. Quelle est la différence ? Je ne m'occupe pas de la pompe, je m'occupe que des tuyaux. D'accord. Donc, merci d'avoir accepté. Je sais qu'en ce moment, vous avez un agenda très chargé. Tout à fait. Et surtout, vous êtes en pleine réélection, si je puis me permettre de… Exactement, avec beaucoup d'incertitudes. Lucienne, vous aussi, vous êtes présidente de l'URPS infirmière, PACA. C'est ça, oui. Alors moi, je ne suis pas marseillaise, à la différence de Patrick, que je suis contente de revoir. Il y a longtemps que je ne l'avais pas vu. Mais j'ai quand même, je pense aussi, un petit accent de la région. Et alors après, je vois aussi… je vais laisser vous présenter les autres intervenants, peut-être, comme ça tout le monde saura, et puis on attaquera le débat. Alors, c'est juste pour te présenter. Oui, bonjour, Anne Lacarte, directeur des soins de l'hôpital Saint-Joseph à Marseille. Bonjour. Monsieur Villevieille, non, c'est ça? Oui, bonjour. Bonjour, on vous voit, je vous vois. Moi aussi, je vous vois et je vous entends. Je me sens un peu seule sur ce plateau, mais bon. Ouais, on va vite, j'espère, retrouver de meilleures conditions pour se réunir. Mais c'est déjà bien de se voir comme ça. Donc, Julien Villevieille, je suis le président de la MGEN des Bouches-du-Rhône. D'accord. Après, je ne vois… Alors après, j'ai plus trop les retours. Des personnes connectées. Tac, 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 je ne vois pas. Bon. Donc, on va lancer le débat. Donc, bonjour Patrick Chamboredon. Donc, de nouveau, merci d'avoir accepté notre invitation. Pour ceux qui ne vous connaissent pas, donc vous venez d'être élu à la présidence, je viens de le dire. Mais je voulais revenir sur votre parcours finalement, Patrick Chamboredon, parce que vous avez quand même un parcours atypique. Vous avez commencé… Alors, est-ce que je peux tout dire ? Tout. Entre Marseillais et Marseillaises. Non, mais il n'y a pas de souci. Beaucoup de gens savent un peu. Je vais le dire moi, comme ça, ça va me flatter. Il ne faut pas me flatter trop, après je pourrais avoir le melon qui gonfle. Non, mais la réalité, c'est que je suis infirmier, mais initialement, à 20 ans, je suis, comme on disait à Marseille, rentré dans l'administration. Et j'étais brancardier à la service public des hôpitaux de Marseille. Et par la suite, au bout de 7 ans, je suis devenu infirmier. Et petit à petit, je me suis intéressé à l'ordre et j'étais président du conseil régional de l'ordre. Et c'est là que j'ai croisé le docteur Sacomano à l'époque. Et puis Lucienne, puisqu'elle est infirmière comme moi. Et ensuite, pas très content de la politique parisienne du conseil de l'ordre, j'ai décidé d'accéder à la présidence. Et donc, c'est mon deuxième mandat à ce poste-là, si tant est que ça soit un poste, puisque, comme Laurent l'a dit, les élections, c'est toujours tendu, on ne sait jamais à l'avance
ce qui peut arriver, et je ne vais pas me fâcher avec les Corses, on n'a pas bourré l'urne avant d'y arriver. Donc, c'est quelque chose comme ça. Je voulais juste signaler aussi que, étonnamment, je préside le comité des interordres de toutes les professions réglementées de France, donc les 16 professions réglementées. Mais au-delà de ça, nous sommes 3 Marseillais à être présidents d'ordre actuellement. Il y a Jérôme Gavaudan, qui est le président du CNB, du Conseil national du barreau, qui est aussi marseillais, qui est ancien bâtonnier de Marseille. Et Lionel Canesi, qui est président du Conseil national des experts comptables, qui était aussi passé président du Conseil régional de l'ordre des experts comptables. Donc, les Marseillais sont très représentés à Paris et on envisage peut-être de débaptiser le Stade de France. Ce serait pas mal. On est en train d'étudier la possibilité parce que finalement, bon, ça se ferait pas. Orange, c'est pas mal, mais Vélodrome, c'est bien aussi. Non, mais blague à part, oui, c'est pas mal que les Marseillais se gendarment et aillent essayer d'influencer la politique nationale et avec une connaissance très fine du terrain. Alors, vous avez pris un petit peu mon enchaînement. Finalement, il n'y a que l'OL qui n'arrive pas à gagner à Paris, quoi. C'est ça, en fait. Hein. Ah ouais, non, mais ça, il y a beaucoup de gens ici qui me font des blagues en disant qu'au moins au Vélodrome, on peut brouter l'herbe, il y a des chèvres. Mais donc ça, je n'irai pas plus loin. Moi, je continue à regarder les matchs de foot. C'est quelque chose qui me plaît énormément et je continuerai à conserver l'OM dans mon cœur, même si je suis obligé de regarder ça à la télé pour tout le monde, de ne pas aller au stade, comme le disait M. Villevieille. Effectivement, c'est dommage de ne pas pouvoir se retrouver au stade. Et de se retrouver que par écran interposé. Justement, en vous présentant votre parcours, vous avez démarré comme brancardier. Aujourd'hui, vous êtes président de l'ordre. Finalement, vous illustrez parfaitement les possibilités d'évolution professionnelle. Et pourtant, alors là, j'ai les chiffres. Vous venez de publier une enquête qui révèle que 51% des infirmiers considèrent ne pas avoir de perspective d'évolution de carrière. Autre chiffre que vous avez publié dans l'étude, hein, l'enquête que vous avez ce week-end, hein, elle est oui. Tout à fait récente. Hein. 40% des personnels soignants veulent changer de métier et 92% souhaitent revoir leur rôle d'attribution. Oui. Alors effectivement, tout ça sont des chiffres régulièrement depuis la crise Covid. On a un formidable outil à l'ordre qui est notre base de données, un peu notre trésor, qui regroupe 400 000 infirmiers à ce jour inscrits au tableau. Donc régulièrement, on sonde la base pour avoir des orientations et pour porter la parole des infirmiers au plus près et essayer d'obtenir les textes réglementaires qui régissent notre profession pour son évolution. Et il y a je me permets d'intervenir et oui. Je vous laisse, Patrick, excusez-moi, je vous laisse la parole parce que j'ai aussi d'autres chiffres. Alors, on voit que 40% veulent quitter la profession, mais le Parcoursup, la plateforme d'inscription aux études supérieures, on vient d'avoir les premières données sur les inscriptions de cette année pour la rentrée 2021. Oui. Les formations en soins infirmiers concentrent à elles seules 8,7% des vœux et suivis de près par les études de médecine. Donc finalement, c'est paradoxal parce qu'on voit que devenir infirmier, c'est ce qui attire les jeunes ou médecins de plus en plus. Et ce sont des formations qui cartonnent auprès des jeunes sur la plateforme Parcoursup. Et d'un autre côté, 40% des soignants veulent quitter ce secteur. Donc, vous avez participé au Ségur de la santé. Oui. Vous avez travaillé et défendu la revalorisation du métier d'infirmier. Oui. Voilà. Alors, moi, je vais essayer de répondre. Le problème. Je vais essayer de ne pas trop me perdre dans tout ça, mais effectivement, les 40%, c'est un chiffre qui est stable, puisque, comme je le disais, on fait régulièrement des sondages sur notre base. Et c'était un chiffre qui est stable par rapport à l'année dernière où on voit que 40% des infirmiers disent qu'ils vont raccrocher la blouse. C'est inquiétant parce qu'on voit que c'est une tendance stable et lourde quand même parce que ça fait un peu plus d'un tiers. Et on sait qu'on va être face à un renouvellement des générations et que la courbe des âges chez les infirmiers est plutôt vers les personnes qui ont mon âge et des cheveux blancs qui vont partir à la retraite assez rapidement. Donc il va y avoir un renouvellement des générations. Avec parallèlement à ça des chiffres qui sont donnés par l'adresse, la direction des statistiques nationales, qui prévoit pour l'année 2040 1 million d'infirmiers en France.
On est actuellement 700 000, donc ça veut dire qu'il faut augmenter le nombre de professionnels. Et aussi, ce chiffre-là est inquiétant parce qu'il faut les maintenir. Donc c'était toute la démarche qu'on avait fait dans le Ségur de la santé mené par Olivier Véran. Moi, je ne suis pas du tout, c'est pas le périmètre de l'ordre que de parler des rémunérations et du volet statutaire. Lucienne pourra en parler peut-être. Et ça, on n'y est pas allé dessus, mais on est allé sur l'attractivité, sur la carrière et sur sa capacité à maintenir les infirmiers, à leur donner des ouvertures et un horizon, de recycler des cliniciens qui vont avoir un fond éthique qui va permettre d'aller vers d'autres métiers qui sont peut-être à venir, puisque on sait que 80% des métiers futurs ne sont pas encore inventés. Donc on a cette tendance lourde là-dessus sur les 40%. Après, sur les 51%, c'est ce qu'on a défendu pendant le Ségur, c'est de dire qu'il faut donner des perspectives à cette profession. Alors les perspectives, moi, on ne va pas faire un débat là sur quelque chose qui n'est plus, mais il y a eu en 2018, on a commencé à produire les textes sur la pratique avancée notamment, qui a été quelque chose qui a eu maintenant un vrai engouement à l'échelle française, où il y a quand même 40 universités qui proposent cette formation-là, qui est une formation clinique de niveau universitaire. Mais on voit bien que malgré tout, ça reste assez resserré sur certains secteurs. Et donc, ce serait plutôt une évolution, à l'instar d'autres pays du monde, où il y a de la pratique avancée pour les spécialités comme en France, mais également une capacité pour la profession de rester dans le monde clinique. Et c'était un peu l'idée qu'avait défendu Olivier Véran, mais qui n'est pas passé dans la loi Rist, sur une profession médicale intermédiaire. Et tout ça, ça va nous ramener encore à un Marseillais, à Yvon Berland, qui avait écrit au travers de l'ONDPS les premiers rapports en disant il y a un gap, il faut de la pratique avancée. Et puis en 2010, il a changé de pied, il a dit il faut aller vers autre chose qui pourrait être cette profession, en conservant des professionnels de santé qui ont une compétence clinique avérée et qui peuvent aller au-delà de ça, aller un peu plus loin. L'exemple qu'avait pris Olivier Véran lors du Ségur, c'était de dire on a des infirmiers qui ne peuvent pas prescrire un Doliprane quand ils ont une blouse, mais qui peuvent le faire dans leur vie civile. Et finalement, il faut réveiller l'interne qui doit faire sa formation à des rythmes effrénés de travail pour simplement ça. Ou alors, on parlait aussi des PADU, donc les médecins étrangers qui venaient en France, qui venaient aussi et qui pouvaient être, pour le coup, en formation. Mais ça pose un autre problème plus éthique, celui-là, qui est de dire on est en train de aspirer des professionnels étrangers en France pour finalement pallier au manque du système français, que ce soit en termes de formation ou de nombre de médecins disponibles sur les hôpitaux. Donc il y avait cette question-là, et c'était un peu ce qu'on avait défendu, de dire il faut absolument qu'on arrive à proposer une évolution du décret d'acte aussi, puisqu'on a un métier qui est régi par un acte, par un décret, donc qui liste des actes que l'on peut effectuer ou pas, et donc rendre un peu plus libre cette profession. Je vais rappeler, ça, on pourra s'entendre avec le docteur Sacomano là-dessus et les autres médecins qui sont présents là, c'est que la vaccination, par exemple, est un vrai sujet. Il n'y a pas de diagnostic à ce jour. Ce sont des recommandations nationales, voire internationales en fonction des susceptibilités. Et les infirmiers ne peuvent toujours pas, de leur propre chef, prescrire et administrer un vaccin. Donc on voit bien qu'on est là encore sur quelque chose où on a besoin de changer le modèle français, d'aller vers plus de prévention, d'aller vers de l'accessibilité aux soins avérés sur le territoire. Il y a 6,5 millions de Français sur les chiffres CNAM qui n'ont pas de médecin traitant. Donc ça veut dire qu'il faut aller avec des professionnels qui peuvent aller vers, c'est un peu la stratégie qui est défendue actuellement par le gouvernement pour aller pour la vaccination et sur des sujets qui peuvent être très bien dans le périmètre des infirmiers. La vaccination en est un. Et on sait que, par exemple, en Espagne, suite à la grippe espagnole, les taux de couverture vaccinale sont assez bons, au-delà de 80%, ce qui est un chiffre d'immunité collective. Et la vaccination est complètement confiée aux infirmiers. Si on va sur le continent américain, le Québec, qui est certes qu'une seule province, a aussi confié la totalité de la vaccination aux infirmiers et on a des taux de couverture qui sont aussi acceptables. Donc voilà, c'est des ajustements qui vont conserver une certaine attractivité pour la profession d'infirmier, pour conserver les professionnels de santé avec leurs compétences, leur éthique et leur déontologie dans ce système de soins dont on a furieusement besoin parce que les sujets à venir, ça va être la coordination des soins,
ça va être la lien ville-hôpital. Ce sont des sujets très importants et sur lesquels les infirmiers pourraient rendre énormément de services. Voilà. Donc, c'est pour expliquer un peu ce que cette étude. Oui. Avant de donner la parole à Laurent Sacomano, qui lui va nous présenter finalement un projet tout à fait innovant et unique en France, hein, vous me le confirmez, Laurent? Voilà, sur de formation, alors comment je pourrais dire, regroupée, coordonnée. Il n'y a pas de son. Ah, il n'y a pas de son, vous ne m'entendez pas. Si, voilà. Je pense que c'était moi, peut-être qu'on n'entendait pas. Alors effectivement, peut-être dans la suite de ce que Patrick a dit. Alors moi, je suis un tout petit peu plus nuancé sur les infirmiers de pratique avancée, pour une raison simple, qui est finalement un déshabillage ou une compétence et finalement quelque part une non-utilisation des forces sur le terrain. Et en revanche, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'il a dit à la fin sur la présentation justement plutôt de nouveaux modes d'exercice plutôt que de changements de compétences qui font que finalement, ces changements de compétences, on va faire monter en compétences des infirmiers potentiellement sur les pratiques avancées, mais ça veut dire qu'on a moins d'infirmiers qui vont faire le reste et on est en permanence en train de courir sur justement les ressources humaines sur le terrain. Et nous, finalement, ce dont on se rend compte, parce qu'on partage tous, je crois, ce diagnostic, c'est que la démographie est en berne. Et pour reprendre le chiffre que vous donniez tout à l'heure, c'est-à-dire que on voit bien qu'il y a une appétence pour nos métiers de la santé, c'est-à-dire une appétence de nos étudiants sur ce qu'ils imaginent de notre métier. Mais on se rend compte qu'après, lorsqu'ils sont rentrés dans les carrières, et on a exactement la même chose pour les médecins, il y a une sorte de lassitude, il y a une sorte de découragement, il y a une sorte de burn-out qui s'installe, et c'est vraiment le cas pour le nombre de médecins qui dévissent leurs plaques, c'est que les conditions d'exercice ne correspondent plus finalement à ce qu'ils avaient imaginé du métier. Et effectivement, dans ce cadre-là, je pense que, et c'était la fin de l'intervention de Patrick tout à l'heure, c'est qu'on doit aujourd'hui se pencher vraiment sur l'organisation globale du système. Il y a des compétences, il y a des ressources, utilisons-les pour ce qu'elles sont, enfin quand elles sont possibles, pour vraiment les mettre en place de façon parfaitement efficace. Et finalement, c'était aussi dans les discussions que nous avions donc avec l'URPS infirmière et avec Lucienne Clostre, c'était de dire que aujourd'hui, le gouvernement, le président de la République ont poussé pour des modes d'exercice qui soient des modes d'exercice coordonnés. Alors, c'est pas avec un coup de baguette magique qu'avec une maison de santé. Laurent, excusez-moi, oui. Avant de présenter votre projet, je voulais faire réagir peut-être l'hôpital Saint-Joseph pour cette histoire de formation et infirmière, puisque vous êtes cadre de santé, donc vous êtes au plus près des infirmiers. Et après, Laurent, je vous redonnerai la parole, vous nous développerez votre nouvelle idée. Et je donnerai aussi la parole à Monsieur Serin qui est là et que je vois. Alors, bonjour Monsieur Serin, qui est le directeur de l'Institut Sainte-Catherine à Avignon, qui fait partie du réseau Unicancer. C'est ça? Je ne suis pas le directeur de Sainte-Catherine. Je ne suis pas le directeur de Sainte-Catherine. C'est M. Patrice Sapet qui est aussi qui pourrait être à l'écoute, mais je suis heureux de participer à cette discussion. Mais je ne suis pas le directeur de Sainte-Catherine. Madame. Oui. Madame Lélaca. Voilà. Vous êtes infirmière, je présume, au départ. Je suis de formation infirmière, bien entendu, et directeur des soins aujourd'hui. Donc, j'ai aussi quelques années de métier derrière moi. Donc, j'ai vu un peu l'évolution, effectivement, du métier infirmier. Je pense qu'effectivement, les faire gagner en compétences, c'est une belle piste. Sur les IPA, on est nous, personnellement, enfin, sur Saint-Jean, on est en coordination avec l'ARS et ce projet de l'ARS sur la mise en place, et on est terrain d'accueil des IPA, ce qui est d'ailleurs un joli projet en soi. Et après, je pense que ça mérite d'être construit et que chacun y trouve sa place. Après, sur les compétences, je pense qu'il faut faire gagner les infirmières en compétences, mais à mon avis, dans le retour que j'ai de mes cadres et qu'on a, c'est dès la formation initiale. Parce qu'aujourd'hui, la formation initiale,
initiale, c'est compliqué. On se retrouve avec des jeunes professionnels qui ont fait beaucoup de social, de médico-social, ce qui est bien, ce qui est un aspect intéressant de la profession, mais qui le jour donné arrivent dans des unités de soins et sont complètement perdus et ont des débuts très difficiles. C'est-à-dire qu'il faut qu'on les accompagne et que déjà, dès la formation initiale, il faut leur faire gagner en compétences, effectivement, sur un certain nombre de choses et voilà, sur des liens, sur la pathologie, la clinique. Enfin, il y a vraiment un travail à mener là-dessus. Et effectivement, faire gagner en compétences les infirmières, ça leur permettrait aussi d'avoir des perspectives intéressantes dans une carrière, quoi. Voilà, parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu réducteur. On est infirmier, et puis demain, ben, la seule évolution, c'est effectivement une spécialité d'infirmière, d'exercice de bloc ou d'IAD ou d'IPA aujourd'hui. Et après, c'est l'encadrement. Donc, c'est un peu réducteur. Et c'est effectivement quelque chose à mener. Alors, justement, je voulais juste vous questionner sur le mal-être des infirmiers. 40% veulent quitter la profession. Vous, est-ce qu'au niveau de l'hôpital Saint-Jean, vous ressentez ce malaise? Est-ce que vous avez du turnover? Alors, on a du turnover, mais on l'a toujours eu. Sachant que on a découvert aussi au travers des jolies expériences, au travers du Covid, il ne faut pas croire. Moi, il y avait des gens qui se sont retrouvés en réa, il n'était pas question d'aller en réa, qui sont allés du coup se mettre en réa et qui sont allés donner des coups de main et qui derrière, j'ai eu un véritable engouement et des gens qui du coup ont décidé de rejoindre les réas. Donc, ce qui veut dire que j'ai toujours, à cette période de l'année, beaucoup de mouvements, parce qu'il y a effectivement des gens qui changent de métier, tout ça. Je pense que la santé, le Covid a fait qu'il n'y a pas que le milieu de la santé qui fait qu'aujourd'hui, les gens ont une remise en question sur leur avenir professionnel. Après, je suis pas, on n'a pas plus. Après, les gens, ils ont envie d'un autre mode d'exercice. Et comme on a la chance d'avoir un grand hôpital, ils peuvent aussi changer de service et faire de la médecine, de la chirurgie, des soins techniques, du bloc. Donc, du coup, mais ça a remis beaucoup. Mais on n'a pas, enfin, sur l'hôpital, je trouve pas qu'on ait une recrudescence des démissions et des gens qui veulent, voilà. Il y a beaucoup de gens qui partent en libéral, par contre. Ça c'est certain. Qui rejoignent Patrick finalement, ou non, Lucienne peut-être, ou Lucienne. Alors justement, vous parliez de la réa. Aujourd'hui, les infirmières de réa sont dans la rue, elles manifestent, elles réclament une meilleure reconnaissance parce que le Covid a révélé aussi des difficultés finalement, puisque vous l'avez évoqué au niveau du Covid. Et alors, pour plaire à Patrick Chambon-Redon, il y a un mouvement qui s'est créé, c'est la Fédération nationale des infirmières de réanimation, le FNIR. Et la présidente est marseillaise, elle vient de la PHM, la présidente nationale. Voilà, comme quoi les Marseillais sont énormément représentés au plus haut niveau. Oui, alors du coup, elles sont, pour en revenir à leurs revendications, on a le sentiment que ces infirmières de réanimation, on a vu, on a lu, on a entendu, les médias s'en sont fait l'écho. Il a fallu former ce personnel qui est quand même très technique en 2 jours, 3 jours, voire 1 jour pour pouvoir pour qu'il soit opérationnel parce qu'on manquait de bras dans cette crise. Est-ce que je présume qu'à Saint-Jean, non, ça ne s'est pas passé comme ça? C'est comme partout. Non, on a eu les mêmes difficultés, c'est-à-dire qu'on avait des équipes qui étaient au complet. Par contre, il a fallu rajouter des bras parce que les patients étaient lourds. C'est-à-dire que de 5 infirmiers pour 10 lits, on est passé à 6, voilà, parce qu'on avait besoin d'infirmiers supplémentaires. Mais on a été, alors on n'a été pas en difficulté, je dirais, sur la première vague, puisqu'on avait quand même arrêté toutes les activités à côté, donc c'était beaucoup plus simple. Ça a été un peu plus difficile sur le 2e et 3e vague, parce qu'on avait quand même le restant de l'hôpital qui était ouvert et qu'on faisait tourner même à minima, mais qui tournait.
Mais effectivement, on a fait des formations, on a fait intervenir des formations, des organismes de formation. Les médecins travaillent beaucoup avec nous là-dessus, sur la formation, mais tout au long de l'année, hein, même avant le Covid. Hein. Donc, non, on a connu aussi les difficultés d'autres établissements, ainsi que comme l'assistance publique et autres, quoi. Hein. Voilà. Mais après, aujourd'hui, est-ce que vous pensez… Elle demande une reconnaissance. Alors, ça a toujours été, il y a une spécificité. C'est vrai que c'est un métier particulier. Après, c'est aussi normal qu'elle réclame d'être reconnue, mais comme je pense, l'ensemble de la profession mérite d'être reconnue. Est-ce que j'ai entendu dire, alors vous me confirmez ou pas, et peut-être que Patrick Chambourrenon pourra réagir là-dessus, mais ou Lucienne, au niveau de la formation initiale, vous l'avez évoqué, il y a très peu de modules finalement qui forment ces infirmières. Alors on voit qu'après IAD, IBOD, il y a des formations plus poussées après le diplôme, le diplôme d'infirmière, mais pas sur l'AREA. Et pourtant, voilà. Est-ce qu'il n'y aurait pas finalement un contenu ou des modules un peu plus poussés à mettre en place pendant les 3 ans de formation initiale? Alors, je vais essayer de répondre. C'est multifactoriel cette problématique-là. D'abord, il y a eu une hausse de l'activité réanimation eu égard au Covid et à la prise en charge uniquement hospitalière et peut-être pas assez en médecine de ville, hein, puisqu'on a eu beaucoup de patients qui ont nécessité des soins de réanimation lourds. Donc, il y a eu ce sujet-là qui a mis en évidence finalement que les GHT, les terrains de stage, ont diminué le temps de formation des élèves, des étudiants, pardon, en soins critiques et en soins de réanimation. Donc, il y a eu moins de terrains de stage, ça a été un peu plus compliqué, mais c'est une compétence qui est réputée acquise au travers la formation initiale. Il y a une autre spécialité qui me tient à cœur, puisque c'est dans laquelle je suis issu, c'est l'hémodialyse. On est à peu près sur la même problématique. C'est des ultra spécialisés qui ont des compétences très particulières et qui n'ont jamais été trop reconnus. La réanimation, il y a IAD, anesthésiste diplômé d'État, réanimation, tandis que là, c'est vraiment que de la réanimation. Donc, cette spécialité demande une reconnaissance particulière, certainement avec une formation initiale, une formation continue et ensuite un entretien de cette formation, un exercice et une aspiration à aller plus loin. Donc, la reconnaissance doit passer par ça. Actuellement, moi, j'ai été interrogé par l'IGAS, l'Inspection Générale des Affaires Sociales, qui mène une enquête là-dessus, qui va rendre des préconisations assez rapidement. Parce qu'on voit bien qu'on est face à une épidémie qui avance par vagues, avec des besoins qui sont fluctuants au fil du temps, au fil des certainement variants qui vont nous arriver, avec les réhospitalisations qui vont venir, malheureusement, des patients touchés, on voit que ça a des incidences de plus en plus jeunes. Donc, c'est vraiment ça qui est recherché par ces infirmiers-là, qui voudraient créer un peu une spécialité, on va dire. Mais les spécialités, c'est un inconvénient. Enfin, moi, de ma fenêtre, c'est l'Europe. Il n'y a pas de correspondance européenne sur ce type de compétences-là et cette mobilité qui est voulue par l'Europe, en fait, serait contrainte par une nouvelle spécialité qui sont quand même, depuis certains temps, en restructuration et de façon à plus faire. Je vais juste répondre à Laurent tout à l'heure. Moi, je ne veux pas opposer les professions. Et je suis complètement d'accord que les IPA, on a l'impression… C'est compliqué. On en a 400 en France qui sont enregistrés à l'ordre. Il y a eu, je crois, pour toute la région PACA, 2 actes facturés d'IPA sur 2020. Donc, on n'est pas encore là-dessus. On n'est pas sur le Québec où il y a vraiment une confrontation. Les textes qu'on a négociés avec le CNOM, hein, avec François Simon et Patrick Bouet du CNOM, sont respectueux en fait des compétences métiers de chacun et c'est par le travail ensemble, la démographie, le passage à la vraie vie, ça a été dit, quand on fait des études, on est étudiant, on est chez papa, maman, quand on voit ce que c'est les rythmes effrénés, les besoins de santé auxquels il faut répondre, tout ça, c'est de suite beaucoup plus compliqué. L'épuisement professionnel, il vient en partie aussi de ça, au-delà de l'aspect financier, mais il faut qu'on arrive à travailler ensemble parce qu'on sait bien que le vieillissement de la population, dans 10 ans, moi, je serai un des clients des infirmiers libéraux parce que j'aurai l'âge d'avoir de nécessiter un accompagnement et tout ça, il faudra qu'on puisse travailler ensemble. Est-ce qu'on a besoin de faire 10 ans d'études pour accompagner quelqu'un dans un chemin de vie où il n'est pas très dépendant, tout ça? Est-ce que le médecin
où l'infirmier va faire un rapport au médecin, et il y a quelque chose qu'on n'a pas du tout abordé, ce n'est pas le sujet aujourd'hui, mais les intelligences artificielles, vers quoi ça va nous amener très rapidement aussi. Alors, du coup, comme vous avez interpellé Laurent, Lucienne, promis, je vous donne la parole après. Je ne vous oublie pas, Lucienne, vous savez. Hein. Vous êtes un sacré personnage, vous le savez aussi. Donc, je laisse le meilleur pour la fin. C'est comme ça que je peux me rattraper. Je vais donner la parole. Je vais donner la parole à Laurent Sacomano qui va nous expliquer donc, son projet de formation qui englobe beaucoup de secteurs et beaucoup de professionnels. Oui. Alors justement, parce que effectivement, et avec Patrick, on a déjà échangé, ou avec Lucienne et beaucoup d'autres, sur finalement cette vision qui est qu'il y a le terrain, il y a ce qu'on peut faire sur le terrain, et puis il y a après les beaux discours, il y a justement les nouveaux métiers qu'on invente, etc. Mais il y a déjà de la matière sur le terrain qu'on peut utiliser et qu'on peut mieux faire fonctionner. Et effectivement, dans ce cadre-là, sur l'exercice coordonné notamment, donc poussé par le président de la République, par le gouvernement, créer des maisons de santé, créer des communautés professionnelles territoriales de santé. Ce sont des beaux projets, sauf que c'est extrêmement chronophage. Et là, on se rend compte qu'on met en commun et on met autour de la table les différents professionnels de santé pour qu'ils s'emparent d'un parcours de santé, d'un projet de soins sur un territoire. Et c'est en ça que, personnellement, je ne suis pas un fervent partisan des IPA, mais il faudrait vraiment faire un débat très, très poussé sur les IPA, parce que mon propos n'est pas de dire qu'on n'a pas besoin des IPA. Mon propos est déjà de dire, et l'exemple que Patrick a cité tout à l'heure sur la vaccination, pour moi, est extrêmement évocateur, parce que c'est issu également du terrain. C'est que dans les centres de vaccination, par exemple, il y a des centres qui aujourd'hui sont très, très bien organisés. Globalement, un infirmier prend en charge un patient, il n'a pas de problème particulier, c'est l'infirmier qui décide s'il peut effectivement le vacciner, et ça se passe très bien. Il y a un souci, quel qu'il soit, l'infirmier se pose la question, a un doute, il appelle le médecin qui est dans le centre et qui est là en attente et qui vient valider ou pas, ou prendre la responsabilité de dire, bon ben celui-là, on va creuser un petit peu ou on va reporter. Donc je reviens à l'exercice coordonné, ben, finalement, ce qu'on recherche, c'est faire travailler justement tous les professionnels de santé ensemble, pour que certaines choses soient de fait déléguées à des personnes dont c'est le métier, pour décharger les autres de ce qui ne relève pas forcément de leurs compétences, afin de gagner du temps dans l'exercice et de permettre cette fluidité du parcours et de prise en charge du patient. Sauf que organiser des professionnels de santé sur un territoire, c'est pas simple. Et on s'en était rendu compte avec les discussions que l'on avait, notamment avec Lucienne, sur les accompagnements qu'on pouvait proposer à des professionnels de santé sur le territoire. Et on s'est dit qu'à la tête, ou en tout cas pour favoriser l'émergence de ces communautés finalement d'exercice, on avait besoin de coordonnateurs, et que ça, c'était des compétences qu'il fallait apporter, parce qu'effectivement, quand on avait fait une école d'infirmière ou quand on avait fait médecine ou une école de kiné, globalement, on n'avait pas forcément été formé aux techniques de management, aux techniques de finance, de contrôle de gestion, de recrutement des ressources humaines, de prise de parole en public, et que donc c'était un vrai métier qui permettait, que ce soit à des infirmiers, à des médecins, à des kinés, de se reconvertir un petit peu, de donner une autre orientation à leur métier avec les compétences qu'ils avaient déjà, et de permettre justement cette meilleure coordination. Donc, avec l'URPS infirmière, on a réfléchi à dire il faudrait faire un nouveau diplôme, une nouvelle formation qui soit d'un niveau master, qui inclut justement toutes ces compétences de management, de ressources humaines, de finance, de connaissance du monde de la santé, de gestion de réunion, parce que sur le territoire, il faut faire travailler tout le monde, que ce soit l'hôpital privé, que ce soit l'hôpital public, que ce soit les libéraux. Il faut déposer des projets de santé, c'est-à-dire qu'il faut aller discuter avec l'agence régionale de santé, il faut aller discuter avec la caisse d'assurance maladie. Et donc, on a mis en place ensemble ce master qui correspond à donc une formation qui va durer à peu près sur 1 an. La première promotion qui va sortir est essentiellement constituée justement d'infirmières. Pour la majorité qui sont déjà en fonction dans des structures d'exercice coordonné, pour leur donner les outils de mieux faire marcher ces structures d'exercice coordonné, pour que justement elles arrivent à agréger un petit peu sur leur territoire toutes les ressources et qu'on puisse mieux prendre en charge les patients, en sachant que la démographie est celle qu'on a décrite aujourd'hui, c'est-à-dire que le nombre est insuffisant,
la lassitude et la fatigue est phénoménale chez tous les professionnels de santé et qu'il faut leur faire gagner du temps, il faut les soulager dans leur exercice et de leur redonner du goût dans un exercice qui soit un petit peu différent avec ce plaisir de dire, ben voilà, aujourd'hui, je n'ai pas perdu mon temps à gérer de l'administratif, des papiers, des tas de choses qui n'ont pas fonctionné. Mais je suis heureux d'avoir été capable de prendre ce patient qui était dans une situation complexe que je ne savais pas prendre en charge auparavant ou qui me posait problème. Et bien là, j'avais le contact avec l'infirmier, avec le kiné, ça a roulé tout seul. J'ai appelé un tel, mon patient est pris en charge et ce soir, je vais bien dormir. Alors, je vois Anne Lécart qui a tout à l'heure haussé les yeux concernant ce module, cette formation, ce master. Vous êtes cadre directrice des soins, donc vous avez fait, c'est ça, une formation supplémentaire hein, pour vous. Oui, bien sûr. Non, en fait, je voulais vous. Alors, toutes les deux, vous comme moi. C'est pour ça que j'ai haussé un peu les yeux. Alors, le master, il se passe où et qui voilà, c'est ça. Alors, ce master, dans la logique de ce que l'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on a voulu quelque chose qui soit au plus près des gens qui sont en exercice. Donc, le master, il est porté aujourd'hui au sein des locaux de l'URPS Médecins, donc à Marseille, avec des intervenants qui sont des intervenants locaux, sous l'égide d'un organisme de formation qui s'appelle l'Espace Santin, alors qui lui est en dehors de la région, qui est à Montpellier, mais qui a vocation à proposer ce type de formation un petit peu de partout sur le territoire, mais avec des intervenants qui sont formés aux problématiques du territoire. Donc, elle se passe sur 1 an, elle a vocation à se poursuivre. Nous avons aujourd'hui le soutien du conseil régional pour justement pouvoir s'inscrire dans la durée de cet exercice. Et vraiment, il se veut extrêmement pratique sur ces connaissances qui sont utiles finalement à structurer les soins au sein d'un territoire. Mais concrètement, ça se passerait comment sur le terrain? Enfin, je ne sais pas si Anne Lécart en fait, c'est dans la promotion que vous avez essentiellement des infirmiers qui sont en exercice libéral ou vous avez aussi… Voilà, c'est ça, d'accord. Oui. Alors, on a de façon extrêmement majoritaire des infirmiers libéraux qui sont déjà au cœur de ces structures d'exercice coordonné. Mais on a aussi des cadres de santé qui envisagent de se reconvertir et de pouvoir aller travailler en libéral. On a aussi des médecins qui veulent s'investir plus pleinement, j'allais dire, dans ce projet de santé qui concerne leur territoire et qui veulent être partie prenante sur la gestion de cet exercice. Donc, on a un petit peu tous les horizons et probablement que cet horizon va encore s'élargir, puisqu'on a même une podologue aussi cette année. Et on va dire, on a constitué cette première promotion avec l'existant. Mais quand on va en faire la promotion pour bien continuer à expliquer ce que peut être un exercice coordonné et ce qu'il n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas du salariat en libéral, c'est des professionnels de santé sur un territoire libéraux qui s'organisent pour mieux prendre en charge leurs patients sur ce territoire-là, avec les ressources qui existent. Et je reviens sur le fait que ça associe, et le but est vraiment d'intégrer et d'agréger un petit peu toutes les ressources du terrain, que ce soit un hôpital public, un hôpital privé, un service d'hospitalisation à domicile, un service de gestion des soins palliatifs. Le but, c'est de se servir de tout ce qui existe pour mieux le faire coopérer sur le territoire. C'est intéressant. Et il y a combien de personnes qui ont participé à cette première formation? Il y en a une vingtaine. Voilà, une vingtaine. Et ce que l'on veut, c'est pouvoir. Donc, il faudra 2 promotions pour que ça ait vraiment le label et le niveau master qui soit vraiment intégré. Donc, on a déjà une 2e promotion qui est en cours de recrutement et qui démarrera au mois de septembre de cette année. Et puis, on pense, parce qu'on sait que l'université de Caen, avec l'URPS de Caen, Normandie, est en train aussi de travailler sur ce projet. On a été les pionniers là-dedans parce qu'on a grâce là aussi à cette coopération que nous avions eue inter-URPS, donc avec l'URPS des infirmières, avec l'URPS des kinés, on a vraiment porté ces projets parce qu'il nous semblait être vraiment dans le côté pragmatique qu'on citait tout à l'heure avec Patrick, mais aussi vraiment de cette immédiateté. C'est-à-dire qu'on peut tout de suite, avec les ressources déjà que l'on a sur le terrain, mettre en place des choses. Et on les renforce petit à petit avec les compétences que l'on découvre ou que l'on expérimente parce qu'on se rend compte qu'il manque tel ou tel point.
Et c'est pour ça, vous comprenez mieux ma réticence, somme toute relative, hein, au niveau des IPA, parce que je pense que voilà, on n'a pas besoin d'imaginer un grand jour et une grande révolution. Si on se sert déjà de ce qui est sur le terrain et qu'on permet à chacun de travailler mieux, finalement, tant qu'on n'a pas résolu les problèmes de démographie, ça sera déjà une grande avancée. Alors, je vous avais promis le meilleur pour la fin, mais avant de laisser le meilleur pour la fin, c'est-à-dire Lucienne qui a été d'une sagesse exemplaire aujourd'hui, je voulais faire un peu réagir nos partenaires, c'est quand même aussi le but de cette rencontre. Je sais qu'il y a Julien, alors en plus je vois Julien Villevieille de la MGEN. Qu'est-ce que ça vous inspire ce débat, vous? Alors, je précise que vous êtes... je vais reprendre, président de MGEN. Hein. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous entendez, vous? Écoutez, je crois que toutes les questions qui sont posées à la fois par le docteur Sacomano, par Patrick Chamboredot, ça s'inscrit dans le cadre de l'organisation de notre système de santé qui doit nécessairement évoluer. On a des pistes, on a un certain nombre de pistes. Après, moi, le sentiment que j'ai, c'est que ça doit se faire avec les acteurs du système de santé. Voilà. Et forcément, quand on veut co-construire, ça prend un peu plus de temps. Voilà. Et ça ne peut pas se faire de manière très verticale et autoritaire. Donc moi, je trouve que c'est très intéressant tout ce qui est fait aux différents niveaux. Après, pour nous, en tant que mutuelle santé, ce qui nous semble très important, c'est la question de la place des usagers, en fait. Voilà, c'est ça qui nous préoccupe. Et alors là, je vais vraiment parler en tant que citoyen, mais moi, ce qui me navre, c'est quand on observe, souvent en milieu hospitalier, toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées par les personnels soignants avec un certain nombre d'usagers du système de santé. Et quand on observe ça, on se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. Parce que, moi, les chiffres que vous avez donnés au tout début, quand vous dites que c'est des professions, que ce soit médecins, que ce soit infirmiers, qui sont plébiscités par les jeunes, moi, ce que ça m'inspire, c'est que les jeunes aujourd'hui, ils ont envie de faire quelque chose qui soit utile, en fait, pour les autres. C'est ça qui est le moteur de leur engagement. C'est pas, je pense pas que ce soit un attrait financier. Je pense pas que ce soit une manière de se dire on va être tranquille. Non, c'est pas ça. C'est vraiment avoir un rôle dans la société et être utile, quoi. Voilà. Et au fond, ce qu'on observe, c'est que une fois qu'ils sont rentrés dans la profession, peut-être que cet engagement et cette bonne volonté, entre guillemets, qu'ils ont, on en abuse peut-être un peu parfois, et on observe des personnes qui sont peut-être en souffrance professionnelle, et c'est ce qui explique aussi que on en est beaucoup qui veuillent changer après, quoi, au bout d'un certain nombre d'années. Donc moi je pense que les réponses qu'on apportera dans l'organisation globale de notre système de santé, c'est vraiment ce qui permettra demain peut-être d'avoir à la fois des personnels soignants qui vivent mieux leur engagement et qui seront heureux de le faire parce qu'ils pourront le faire dans de bonnes conditions, et des usagers du système de santé qui sont à la fois en confiance et qui sont dans un rapport bien meilleur que ce qui peut être aujourd'hui, parce qu'on est beaucoup en tension, quoi. Voilà. Bon, rassurez-moi, Patrick Chamboredot, il y en a qui sont quand même heureux d'être infirmiers, ou même Anne Lacaillard. Rassurez-moi. Oui. Par rapport au propos. Et au bout de combien de temps ils veulent partir, au fait? Ils veulent quitter le métier d'infirmier? On n'a pas de vrais chiffres là-dessus, hein. On n'a pas de vrais chiffres, mais c'est vrai que donner un peu de... On disait 5 ans. Alors, non, le marronnier, c'est de dire 10 ans études comprises. Alors, c'est 3 ans de formation et 7 ans d'exercice professionnel, mais en fait, ça correspond juste aux chiffres hospitaliers, où après, les gens, Laurent l'a dit, ça se dit aussi, même chez Lucienne, c'est que les gens vont faire du libéral et ils sortent des radars, des statistiques de la Direction générale de l'offre de soins. Donc, c'est ça, mais moi, je suis encore en activité, Lucienne aussi.
Voilà, donc on voit bien qu'on n'a pas fait 10 ans d'études, on n'est pas resté, ou alors on est resté très longtemps en couveuse et on a commencé notre exercice professionnel assez tard. Et je ne crois pas que ça soit le cas, hein, pour être clair. Mais c'est vrai, moi je vais revenir là-dessus, la question du sens pour la profession d'infirmier comme pour médecin, sont des métiers quand même assez durs de fréquenter au quotidien, la souffrance, la maladie et la mort. Ça marque, donc il faut qu'on arrive par une solidarité d'équipe. Et c'est vrai que la question des CPTS et des MSP et des équipes de soins primaires également, c'est voulu par le gouvernement, c'est incité pour que les professionnels libéraux travaillent entre eux, parce qu'on voit bien le rôle prépondérant qu'a la ville actuellement pour ne pas submerger l'hôpital. Ça a été dit par Saint-Jean, ça a été dit partout. C'est la médecine de ville qui prend en charge de plus en plus de patients Covid. Donc la question de la transversalité, elle est pleine et entière au niveau de la coordination. Ce que dit Laurent sur cette formation-là, c'est intéressant. Et après, sur les IPA, on n'a pas forcément le même point de vue parce que les besoins vont considérablement augmenter, la population va vieillir. Enfin, je veux dire, on va avoir une population qui va augmenter de personnes qui auront besoin de soins, les maladies chroniques explosent, les nouveaux besoins de santé explosent, donc il n'y aura pas de concurrence et puis les textes sont là aussi pour ça. Et pour conserver cette attractivité-là, il faut qu'il y ait du sens, donc ça veut dire qu'il faut que les infirmiers aient un peu plus de latitude, parce que de toute façon, il y a d'autres aussi professions dont on ne parle pas, qui ne sont pas représentées là, mais c'est plus compliqué. Il y a les aides-soignants, les auxiliaires de vie qui participent aussi à cette prise en charge, qui sont indispensables au maintien à domicile, parce que ce qu'on cherche là maintenant, c'est désengorger l'hôpital, certes, mais c'est la médecine de ville, mais pas que la médecine, c'est tout ce qui est médico-social qui concourt aussi à une prise en charge de qualité qu'il faut envisager. Donc, les infirmiers sont vraiment au nœud de ce système-là, parce qu'il y a des compétences qu'on acquiert pendant notre formation qui sont essentielles, qu'on devienne manager comme la personne de Saint-Jean qui surplombe et qui organise, mais qu'on soit aussi infirmier, on a besoin de transversalité, de prendre un patient du bout à l'autre, de finalement ne pas être qu'un acteur d'un secteur du truc, mais de voir la totalité de la prise en charge, de pouvoir l'organiser avec le médecin s'il y en a besoin, mais aussi avec le portage des repas, mais aussi avec le podologue, parce que quand on ne peut pas marcher, on ne peut plus se déplacer, on sort plus un domicile, avec le kiné pour la réadaptation à la marche. Enfin, tous les acteurs du système concourent à une prise en charge de qualité. Donc la coordination, vraiment, c'est vraiment le nœud actuellement du problème. Et les États généraux de la santé qu'a présidé Olivier Véran il y a 10 ans, tout le monde en a parlé, tout le monde a dit OK, et personne ne l'a fait. Et on est 10 ans après, on fait une Ségur, avec toujours les mêmes problèmes sur la table, où tout le monde est d'accord sur le diagnostic, mais le mettre en œuvre, c'est beaucoup plus compliqué parce qu'on se heurte, et je veux dire le mot parce qu'au moins comme ça sera dit, à des corporatismes qui font que chacun essaie de défendre. Moi, je le fais avec un peu les aides-soignants, où je dis il y a des choses qui ne sont pas, mais l'objectif quand même, et c'est ce qui rejoint finalement l'éthique, c'est la meilleure prise en charge par la bonne personne. Je ne parle pas d'efficience, mais il faut vraiment parler de la qualité, de la prise en charge la plus efficace par rapport aux besoins de la personne. Qu'on ait un accord dans la prise en charge en soins avec l'infirmier, le patient, le médecin, et qui va répondre le mieux à la demande du patient. Julien Villevieille. Oui, Julien Villevieille, vous vouliez prendre la parole. Lucienne, je vous ai réservé pour la fin. Vous êtes notre star aujourd'hui. Je serai très court, mais je voulais vraiment réagir à ce que dit Patrick Chamboredon, parce que la mutualité française a beaucoup travaillé sur la question de l'autonomie. Et la question du maintien à domicile est vraiment apparue comme, enfin, c'est pas une solution parmi d'autres, c'est vraiment la solution et c'est sûr qu'il faut travailler. Et les professionnels de santé, les professionnels de l'accompagnement, ils sont là. Mais vraiment, cette question de la coordination, c'est absolument fondamental. Et vraiment, je voulais dire à quel point ça pour nous, en tant qu'acteurs aussi, c'est quelque chose de très, très, très important, quoi. Allez, Lucienne, à vous. Elle est contente. Oui, ça y est, je vais enfin pouvoir, parce que vous avez dit beaucoup de choses. Patrick a commencé en donnant des chiffres. Effectivement, sur 10 ans, il y a beaucoup d'infirmiers qui vont partir. Et aujourd'hui, ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau du libéral, il va y avoir un certain nombre de cabinets qui vont mettre la clé sous la porte et qui vont partir faire autre chose. Et qui ne vont pas forcément faire de la coordination, qui pourrait être une porte de sortie honorable avec un métier qui reste un très beau métier que je pratique depuis un certain nombre d'années. Je ne vous dirai pas combien, mais suffisamment pour vous dire que c'est un très beau métier, que c'est un métier que j'aime et que j'aurais pas voulu faire autre chose que ce métier-là. Ensuite, Patrick a parlé de corporatisme et ça, c'est quelque chose qui est très important sur lequel je vais revenir.
Il faut arrêter de penser que le médecin, il est contre l'infirmière et qu'il elle-même va enfoncer le kiné pour mieux détériorer la podologue. Non, c'est terminé. On a tous des compétences, on a tous une façon de travailler, on a tous nos pour et nos contre, mais par contre, si chacun d'entre nous respecte les compétences de l'autre, il y a une profession dont on n'a pas parlé, mais qui, moi, me met quelquefois les cheveux sur la tête, qui s'appelle un pharmacien. C'est important que chacun reste dans ce qu'il a appris et ce qu'il est formé pour faire. Quand on est infirmier, eh ben, on connaît le parcours. Et un patient, on le prend de A à Z. Quand on est un médecin, eh ben, on n'a pas la même approche. Quand on additionne l'approche de l'infirmier, du médecin et du kiné, eh ben, on a une prise en charge qui est tellement holistique qu'en fait, on ne peut pas se tromper. Et que du coup, on aura le bon chemin au bon moment et au bon endroit. Et ça, c'est important. Et le jour où on entendra ça et où on arrêtera tous ces corporatismes, à commencer par celui de notre ministre, parce que je l'ai déjà dit, et vous avez dit, vous gardez le meilleur pour la fin, je vais le dire quand même. Hein, on a un ministre dans lequel le mot infirmier, ça doit lui écorcher la bouche, parce que vraiment, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à parler. Alors, infirmier, c'est une chose, et là, je vais écorcher les oreilles de Patrick, mais le libéral, alors ça, c'est quelque chose dont on n'entend jamais parler. Aujourd'hui, les infirmières libérales, elles ont fait un travail remarquable en ville. Remarquable. Elles ont été sur tous les fronts et elles ont répondu présentes tout le temps, depuis le début. C'est les seules qui étaient dans les rues à l'époque du premier confinement. Et ça, elles sont fatiguées. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de cabinets qui vont s'arrêter. Alors, il y a deux problèmes. Il y a le problème de la démographie qui aujourd'hui montre ses limites. Et puis, il y a le problème aussi de la fatigue et de la non-reconnaissance. Et tout ça, ça va au-delà des conditions financières. Parce qu'aujourd'hui, l'assurance maladie nous a envoyé quelques miettes un peu plus importantes en nous disant vous allez faire une visite à domicile pour le suivi infirmier au même tarif que celle d'un médecin généraliste. C'est gentil. Mais ce n'est pas ça qu'elles attendaient, les infirmières. Voilà. Donc ça, c'est important. Après, on a une profession avec un diplôme, avec une formation initiale qui est aujourd'hui universitaire, celle que je n'ai pas connue, parce que à l'époque où c'était, il n'y avait même pas de décret de compétence quand j'ai passé mon diplôme, c'est vous dire. On a une formation universitaire, mais je pense qu'on a de plus en plus de choses à apprendre comme tout le monde, comme les médecins, comme les kinés, parce que les choses, elles évoluent, parce qu'on fait des découvertes, parce qu'on apprend. Et que autoriser les infirmières à avoir un processus qui leur permette d'avoir des spécialités, je suis BOD de formation, hein, je vous le rappelle, mais voilà, eh ben, ça permettrait peut-être d'avoir une meilleure prise en charge au moins en ville, parce que de toute façon, à l'hôpital, une infirmière, quand elle fait de la réanimation ou quand elle est dans un service d'urgence, elle n'est pas forcément prévue pour faire de la médecine dans un service de médecine interne. Voilà, on a tous des appétences pour un certain nombre de choses et ça, je pense qu'il faut le respecter et qu'il va falloir le faire évoluer, à la fois de façon éthique et déontologique d'ailleurs, mais aussi en termes de décret d'acte. Après, Patrick a parlé de la vaccination. Je pense qu'aujourd'hui, les infirmières, effectivement, en ville, pourraient porter la vaccination à un taux qui ne serait pas celui que l'on connaît. Et pour autant que je me souvienne, au tout début de nos mandatures respectives, on avait fait une étude sur la vaccination des personnels soignants qui s'était révélée quelque peu dramatique d'ailleurs. Donc voilà. Pour en revenir à ce que disait Laurent tout à l'heure, effectivement, on a travaillé ensemble sur cette formation de coordonnateur et on s'est aperçu qu'il y avait beaucoup d'infirmières qui, de façon tout à fait naturelle, se mettaient dans une place de coordination parce que ça fait partie de notre formation initiale. Ça, c'est sûr. Voilà. Et quant au manque de personnel dont vous parlez, j'ai quitté l'hôpital il y a quand même trop longtemps aujourd'hui pour en parler de façon intéressante. Ce que je peux dire, c'est qu'à l'hôpital, quand moi j'y étais et que j'étais cadre de santé, on avait suffisamment de personnel pour faire face à toute la demande. Aujourd'hui, pour le peu que j'y vais et pour le peu que mes collègues me font des retours, effectivement, le personnel n'est plus à sa place, n'est plus adapté. Voilà. Et puis, il y a une autre chose.
le maintien à domicile, c'est demain. Hein, demain, on va faire partie des gens dont on va avoir besoin, qui vont avoir besoin, et ce ne sera plus nous qui ferons. Mais il faut mettre en place des formations. Il ne faut pas dépouiller une profession au profit d'une autre. Non, il faut former des gens avec des compétences et respecter ces compétences-là pour que la santé, elle soit vraiment organisée de façon tout à fait fluide et que chacun y retrouve du coup ses petits. Hein, le patient d'abord, qui soit pris en charge de façon globale et qui lui convienne, mais ensuite chacun des professionnels. Une auxiliaire de vie, elle n'a pas les mêmes compétences qu'une infirmière. Et mais par contre, elle a besoin de formations qui sont complémentaires avec celles que l'infirmière va avoir quand elle va passer voir le même patient. Et ça, c'est important. Et on a un peu, j'ai un peu le sentiment aujourd'hui que l'État mélange toutes les professions, les a mis dans un grand tonneau et puis on en tire quelques-unes au hasard et on fait avancer. C'est pas comme ça qu'on fera avancer les choses de façon tout à fait cohérente au moins. Voilà. Merci Lucienne. Quel exposé. Je vous sens un peu triste, mais ça fait plus d'1 heure qu'on est ensemble. Est-ce quand même qu'on peut avoir une note d'espoir? Laurent, même si les étudiants de médecine râlent, tout va mal, il n'y a pas assez de place, on en a discuté hier tous les deux. Il y a aussi le malaise des étudiants de médecine, on voit le malaise chez les infirmiers. Il y a quand même une note d'espoir. Enfin, notre système va bien quand même. Oui, mais je pense que quand on est au fond, on remonte, et que quand on remonte, c'est l'espoir qui va nous faire remonter. Bien sûr qu'il est là, heureusement. Oui, puis je crois que tout ce qui est mis en place, justement, va dans ce sens-là. Tout à l'heure, M. Villevieille citait les usagers, etc. Je crois que quand la structuration des professionnels de santé sur un territoire se met en place, ça ouvre des champs du possible absolument extraordinaires sur l'intégration de patients experts, sur des retours d'expérience, sur de l'évaluation de ce qui est fait. Alors que si on est débordé dans notre cabinet parce que on a notre salle d'attente ou notre liste d'attente de rendez-vous qui déborde et qu'on ne sait plus comment faire, effectivement, la seule issue, c'est de dévisser la plaque. Donc, je crois au contraire que tout ce qui a été réfléchi, tout ce qui est mis en place aujourd'hui en termes de coopération, Patrick l'a cité tout à l'heure sur la ville-hôpital et la crise Covid, et Florence, je vous fais la préparation pour votre prochain Hub Santé, mais cette réflexion sur la ville, le lien ville-hôpital, tout ce qui est structuration aujourd'hui des professionnels de santé sur chacun des territoires, les propositions effectivement d'évolution des métiers, parce que ça correspond finalement à des demandes ou à des retours d'expérience sur le terrain, forcément me donne de l'optimisme et me donne envie de continuer à essayer de proposer ces structurations, parce qu'elles ne sont pas le fruit de choses descendantes de Paris ou de mauvaises idées sorties d'un bureau, mais vraiment des constatations qui sont faites sur le terrain par les professionnels de santé, éprouvées par les professionnels de santé, à qui on essaye de donner des nouveaux outils. Et ça, je pense que c'est vraiment l'avenir. Alors, à l'hôpital Saint-Jean, aux infirmières, elles sont heureuses, ça va, rassurez-moi. Oui. Non, je pense qu'on a la chance d'avoir un très bel outil de travail et non, je pense que sincèrement, nos infirmières sont pas mal heureuses. Après, elles se posent beaucoup de questions comme toutes les infirmières, mais ce que je trouve intéressant dans la démarche de cette formation et ce qui, mon avis, l'enjeu de demain, c'est vraiment ce lien hôpital-ville. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand les patients sortent de l'hôpital, ils font appel à une infirmière libérale, ils vont faire appel à un kiné. Et en fait, cette coordination, je trouve cette démarche très intéressante parce qu'elle est essentielle sur le terrain, parce qu'on voit bien que les gens sont perdus. Alors, on l'a mis en place, l'assurance maladie a mis un peu ça en place, mais de manière mais la vraie coordination qui permette l'intervention finalement du social, du médico-social et du paramédical, c'est plutôt intéressant et je pense que c'est l'enjeu de demain. Effectivement, pour la prise en charge et au-delà de ça, c'est-à-dire qu'une bonne coordination, ça évitera aussi des hospitalisations. Et je pense que c'est essentiel et c'est vraiment l'enjeu de demain. Alors, avant de laisser le dernier, alors le mot pour la fin, il est à Paris, donc loin de chez nous, mais bon,
pour clôturer ce débat à Patrick. Et oui, alors du coup, Laurent, vous avez un peu devancé. Le prochain débat, ça sera du Hub, ça sera donc le 8 juin sur une thématique. Allez, on va finir l'année. Un an après la crise Covid, on évoquera les relations entre, est-ce que les relations entre le public, aussi bien public, hôpital, et le privé, est-ce que les relations ont évolué, changé? J'espère avoir de bons experts. Alors là, j'envoie un petit appel à Patrick Chamboredon qui m'a promis quelque chose. Donc voilà. Mais oui, est-ce que les relations entre le privé et le public ont évolué? Donc ça sera l'objet de notre prochain débat. Donc le 8 juin à 9 h en visio, à moins que tout soit ouvert, on puisse tous se réunir de nouveau. Moi, je suis vaccinée, donc tout va bien, par une infirmière qui m'a fait mal. Voilà. Et Patrick, je vous laisse le mot pour la fin. C'est beaucoup d'honneur parce que l'honneur au Parisien. Merci d'abord. Je suis pas parisien, mais toujours marseillais quoi qu'il arrive. Mais moi, je crois que c'est vrai que ce que dit Laurent, moi j'y souscris, ça doit partir du terrain et remonter. Après, il faut un cadre réglementaire. Le cadre réglementaire, c'est quand même Paris qui va le faire parce que il faut que les professionnels interagissent en toute sécurité pour différentes raisons et puis pour aussi trouver des fonds parce que c'est le nerf de la guerre. Pour organiser, il faut quand même un peu de fonds. Moi, ce que je voudrais pas, et ce sera un autre d'optimisme. Enfin, je ne sais pas si vous êtes très optimiste, mais ce que je souhaiterais plutôt, c'est que ce débat-là qu'on a sur l'organisation des soins sur les territoires, ça soit un enjeu majeur de la prochaine présidentielle. Je pense que ça doit être ça, ce qui doit arriver, et que tous les débats actuellement qui sont en train de naître sont finalement essentiels aussi à la vie, mais la santé a été le grand absent des débats de la dernière présidentielle. On n'en a pas parlé. Malheureusement, la crise sanitaire est passée par là et on voit bien que c'est un débat de citoyens, un débat d'experts et de professionnels, un débat d'usagers, mais c'est un choix de société. Là, on est vraiment au tournant. On voit que la Covid va certainement nous poursuivre un petit moment avec ses variants ou pas. Et qu'il faut qu'on arrive à s'organiser tous ensemble pour avoir la vie. Je ne sais pas si on peut revenir à une vie comme avant, mais au moins à consentir ce qui est acceptable pour chacun, de façon à arriver à vivre dans les meilleures conditions possibles, à retrouver une vie possible chacun. Moi, c'est vraiment ça ma note, parce que tout le reste, ça fera l'objet de discussions, et pas de compromission, mais d'avancées pour chacune des professions, parce que du travail, il y en aura pour tout le monde, que ce soit en libéral ou à l'hôpital. Malheureusement, les besoins de santé vont exploser, donc il faut qu'on arrive à subvenir aux besoins des patients, et avec un fonds de compétences cliniques pour chacun des acteurs, avec une forte éthique et une forte déontologie. C'est essentiel pour garantir aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas trop évoqué, mais la confiance de l'usager dans le système. Et ça, c'est essentiel aussi, parce qu'il ne faudrait pas qu'on aille vers du charlatanisme ou vers des choses qui pourraient amener à des dérives. Et moi, je pense, tout à l'heure vous avez posé la question à Saint-Joseph, mais je pense que sur l'ensemble de la région PACA, peut-être il y a certains secteurs qui sont des vrais déserts médicaux. On a quand même des outils de soins, que ce soit le public ou le privé ou la médecine libérale, où finalement les patients ressentent une très bonne prise en charge. Et juste parce que c'est vrai qu'on avait fait quelque chose avec le professeur Raoult, on avait fait une enquête sur la vaccination des infirmiers et à la fois en libéral et à la fois en structure. Et c'était Pierre Verger, qui est président du CRES, qui l'avait mené. Et c'est vrai que on avait eu des chiffres, mais heureusement, et je suis content de ça, nous, les mesures qu'on fait depuis Paris sur la grippe et puis sur la Covid sont encourageants, et on voit que la politique menée à la fois de transparence sur les doses, de transparence sur les effets secondaires et sur la disponibilité des vaccins au fil de l'eau, ont fait que les professionnels ont de plus en plus adhéré et sont de plus en plus des ambassadeurs de la vaccination. Et c'est aussi un des facteurs de retour à la vie sur les terrasses qu'on va pouvoir avoir très bientôt, donc dans quelques jours, une semaine si je ne m'abuse, de façon à reprendre une vie normale. Donc, je ne sais pas si je suis très optimiste, au moins sur la dernière phrase, mais sur le reste, je pense qu'il faut qu'on soit vigilant là-dessus, parce qu'on est les acteurs du système et il ne faut pas que ce débat soit éclipsé comme ça avait été le cas à la dernière présidentielle. Merci. Ça fait ça fait 1h15 qu'on est ensemble.
Hein, c'était un plaisir, Patrick. C'est l'accent, c'est ça. Ça vous a replongé un petit peu. Manque plus que le soleil. C'est ça. Ici, c'est pas gagné ici à Marseille hein, en ce moment. Merci à vous tous. Merci d'avoir participé. Je vous donne rendez-vous donc le 8. Demain matin, une page compte rendu dans la Provence, nos vidéos, le replay de ce débat. Ouais. Je suis devenue au top. Le replay de ce débat. Bravo pour l'organisation. Et puis Patrick, je compte sur vous, hein, je vous ai envoyé un mail. Hein. Oui, ça va, je m'en occupe. Voilà. Et donc, les relations privées, publiques, et puis Laurent aussi, hein, je compte sur vous le 8 juin. Vous avez dit que vous auriez des choses à dire, donc j'attends. Et puis tous nos autres partenaires, même Lucienne, tiens, voilà. Allez, Lucienne, je vous invite le 8 juin. Merci. Merci à vous, bonne journée, à très bientôt. Au revoir, merci. Au revoir, merci. Au revoir.